Bonsoir à tous, je suis Yannick Dalbin, cofondateur de Listen Néon, qui est une plateforme de compliments anonymes où on peut s'échanger des messages positifs anonymes à ses pairs. Et j'adore le JavaScript. Est-ce que certains font de l'ES6 déjà? Ouais, il n'y en a pas beaucoup, bientôt. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer rapidement ce qu'apporte le l'ES6 par rapport à ce que la plupart connaissent jusqu'à maintenant. Donc pour revenir un peu, on va faire un peu d'historique, c'est le plus important. JavaScript, ça a été créé par Netscape en 1995. Donc je sais pas s'il y a un grand monde qui a connu Netscape en 1995. Ouais, les plus vieux quoi. Moi je l'ai pas connu. Ensuite, ça a été intégré en 1996 par Microsoft. Alors j'ai mis UE, mais je suis pas sûr que ce soit UE leur premier navigateur, mais bon, voilà. Et Netscape a décidé de l'intégrer dans ECMA International, donc qui est une organisation qui permet pour la standardisation du langage, donc de manière à ce que le JavaScript ait un espèce de process où tout est standardisé pour que tous les navigateurs puissent implémenter la même manière JavaScript, que ce soit Chrome, Firefox, etc., etc. Donc ça a été intégré en 1996. Et là, on a eu différentes versions du langage qui sont apparues. Donc la deuxième version du langage en 98, 99, 2009. Alors, il y a un gros gap entre 99 et 2009. La raison principale, c'est parce que, à un moment donné, on a eu Internet Explorer 6, même 5, qui était sur tous les postes XP que tous les gens achetaient, et que du coup, Microsoft ne croyait pas en Internet tout simplement. Et du coup, il n'y a aucune évolution. Jusqu'à ce que Chrome arrive, alors je ne sais plus la date, j'ai plus en mémoire la date, où d'abord Firefox sont arrivés avec un navigateur qui était beaucoup plus performant, etc. Et en fait, quand Chrome sont arrivés sur le marché, ils ont révolutionné JavaScript dans le sens où ils ont fait un nouveau moteur JS qui était ultra performant, qui écrasait toutes les autres solutions qui existaient sur le marché. Et donc là, il y a une espèce d'accélération du JavaScript, et notamment avec la sortie de Node.js, parce que grâce au moteur JS de Chrome, un développeur de chez Google a eu l'idée de le prendre et de le faire en version back-end. Donc c'est là qu'est sorti Node.js, donc grâce au moteur de JavaScript de Chrome. Et donc depuis 2009, il y a une espèce d'accélération au niveau du langage, et notamment de la standardisation du langage et des versions du langage. Et maintenant, aujourd'hui, la philosophie, c'est de dire, ok, tous les ans, il va y avoir une nouvelle version qui va sortir de JavaScript. Donc c'est pour ça que là, la plus grosse sortie qu'il y a eu, c'était ES6. Donc tout le monde a entendu parler de ES6 ou ES 2015, parce que c'est sorti en 2015 tout simplement. Il n'y a pas vraiment de logique, c'est dommage, à un an près, on était presque bon pour être 2016, 6e version, etc. Mais non, tant pis. Donc là, du coup, le ES6, c'est la plus grosse évolution du langage. Et par la suite, en fait, c'est que des petites évolutions. Encore que ES7 et ES8 apportent beaucoup de choses, mais après, c'est que des petits trucs infimes. Donc vraiment, le gap, c'était entre, on va dire, la dernière version qui est l'ES5, qui est sortie en 2009, et le ES6 qu'on connaît aujourd'hui, et que tout le monde devrait s'y mettre. Alors pourquoi tout le monde? Parce que grâce à Babel, est-ce que tout le monde connaît Babel? Oui, non? Non, pas trop? En fait, c'est un travail qui est magnifique, fait par... Alors je ne sais pas combien ils étaient de développeurs à la base, et en fait l'idée de Babel, c'était de pouvoir utiliser les dernières technologies de JavaScript dans des anciens navigateurs. Parce qu'il faut savoir que pour que le S6 soit interprété par le navigateur, il faut que le navigateur soit compatible. Mais les mises à jour des navigateurs sont ultra lentes, notamment parce qu'avant c'était pas mis à jour automatiquement, etc. Et donc il y a une équipe qui a travaillé, qui a dit, vu qu'on est tous partis à utiliser Gulp, à utiliser tous des task runners finalement pour faire des opérations sur nos fichiers JS, tant qu'à faire, on va intégrer un transpilateur qui va permettre de convertir du code ES6 en code ES5. Ce qui fait qu'en tant que développeur, on développe en ES6 avec les dernières technologies de JavaScript, et derrière, on a un transpilateur qui va s'occuper de convertir ce code-là en code ES5 pour que ça puisse tourner sur tous les navigateurs du marché. Donc comme ça permet à tout le monde de se lancer sur ES6, ES7, ES8, ES9, ES10 dès maintenant, parce que tout ça derrière, Babel, on le configure en disant, on vise tel navigateur, donc le plus petit, le plus pourri qu'on puisse viser, et puis derrière, lui, il va s'occuper de transpiler tout le code dernière génération qu'on veut utiliser en quelque chose qui va être compatible avec le vieux navigateur qu'on veut utiliser. Donc Babel, c'est vraiment utilisé partout. Aujourd'hui, c'est intégré chez Facebook. Facebook a intégré l'équipe, donc je ne sais pas s'ils ont fait un rachat ou quoi. Enfin bref, c'est open source de toute manière. Mais derrière, il y a Facebook qui est derrière ça. Donc c'est un projet qui est très sérieux et que tout le monde utilise aujourd'hui. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier changement, alors oui, on va faire une grande partie de S6 parce qu'il y a tellement de changements, on n'aura pas le temps de tout voir, mais on va faire le plus gros, on va dire, de S6 que j'utilise notamment tous les jours. Donc le premier gros changement, enfin petit changement on va dire plutôt, c'est l'introduction de let et const. Donc let et const qui remplace tout simplement le mot-clé var.
Donc certainement, peut-être, est-ce qu'il y en a qui utilisent jamais le mot-clé var, par exemple? Ouais, ça arrive. Alors là, c'est très mal. Mais là, vraiment très mal. Il faut toujours utiliser var. Pourquoi? Parce que ça permet d'utiliser en termes de scope, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des variables qui soient globales dans toute notre application. Donc le fait d'utiliser let, const, alors var, on l'utilise plus maintenant en ES6, ça va permettre de mettre un certain scope dans notre application et d'éviter d'avoir des conflits de variables d'un fichier à un autre, par exemple. La principale différence entre let et const, c'est que let, c'est ce qui remplace concrètement le mot-clé var. Donc ça veut dire que c'est une variable qu'on va pouvoir déclarer et que derrière on va pouvoir venir modifier. Et const, comme le nom l'indique, c'est une variable qui ne va pas pouvoir être modifiée plus tard. Donc là, par exemple, si on fait var2 égale val2, var2 égale 2, là ça va tirer une erreur directe parce qu'on ne peut pas modifier une const, c'est le nom. Donc ça, c'est le petit changement où tout le monde peut commencer. Et là, même tous les navigateurs aujourd'hui le supportent sans problème. Ensuite, la deuxième grosse évolution, c'est les templates string qui sont vachement bien. Parce qu'avant, vous vous rappelez, pour ceux qui font du JavaScript, c'est qu'on est toujours obligé de mettre des strings dans des doubles cotes. Et c'est toujours une galère parce qu'on ne peut pas faire de retour à la ligne dans les doubles cotes, on ne peut pas intégrer des variables. Donc on est obligé de faire de la concaténation avec le sigle plus, etc. Donc c'est un peu galère. Et ben là, du coup, avec les templates string, on peut utiliser, donc là c'est les tildes là, c'est les petites, je sais même plus la touche sur le clavier. Mais c'est le tilde qui va être utilisé. Et là, on va pouvoir aller directement à la ligne sans faire de concaténation ou autre. Donc, on fait des retours à la ligne. Et dedans, on peut intégrer directement des variables. Donc, la syntaxe est toujours la même. Ça va être $, accolade ouvrante, le nom de la variable qu'on souhaite intégrer, qui a été défini plus haut, et accolade fermante. Et là, automatiquement, en fait, il va interpréter la variable et remplacer la variable par le contenu de la variable. Mais en fait, là, c'est carrément du JavaScript qui est exécuté. Donc, on peut utiliser des fonctions, on peut utiliser tout ce qu'on veut. En fait, on peut mettre carrément un code JS dedans, ça marche, c'est interprété, c'est intégré dans la string, ça vous retourne la string avec la valeur remplacée. Donc ça, c'est vrai que c'est assez sympa à utiliser. Si vous avez des questions entre-temps, peut-être à la fin. Ouais. Ensuite, le deuxième apport qui était important, c'est les arrow functions. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, j'espère que tout le monde voit à peu près. En fait, avant, on utilisait par exemple donc là par exemple c'est un map, donc pour expliquer rapidement, on a un tableau de personnes avec plusieurs éléments dans le tableau. On va faire un map, donc ça veut dire qu'on va parcourir le tableau et pour chaque élément on va venir remplacer la valeur qui était contenue dans le tableau. Donc on va faire des manipulations sur chacun des éléments de tableau. Et donc dedans on envoie ce qu'on appelle une callback, donc c'est pour ceux qui utilisent beaucoup JavaScript, on utilise souvent des callbacks. Et donc c'était une fonction classique et là-dedans on retourne simplement la nouvelle valeur qui va faire que ça va remplacer notre tableau par de nouvelles valeurs. Donc c'est une fonction map classique avec une fonction de callback. Et en fait, les arrow functions, la première des choses, va nous permettre de l'écrire différemment et de façon plus simple et plus rapidement. C'est-à-dire qu'ici, c'est une définition, c'est exactement la même chose, sauf que vous voyez, l'écriture est beaucoup plus simple, où en fait, on va voir les paramètres qui vont être reçus ici. Donc, on n'est pas obligé de mettre de parenthèses quand il n'y a qu'un seul paramètre, et on est obligé de mettre des parenthèses dès qu'il y a plus de 1 paramètre. Donc ici, il y a 2 paramètres, obligé de mettre les parenthèses. Ensuite, on met simplement une flèche. Donc, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'en PHP, on utilise beaucoup ça aussi avec le 10, la flèche, je crois que c'était ça. Enfin, je sais plus. Mais ça y ressemble un peu. Donc, on fait la flèche, et là, si on met rien du tout, ça va faire un return par défaut. Donc, vous voyez que là, pour la même code de ligne, ici, c'est écrit beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement. Donc là, c'était pour montrer avec les 2 paramètres. Et là, c'est dans le cas où on doit retourner un objet. Par exemple, ici, je retournais juste une string. Donc là, on pouvait mettre directement une string. Si on doit retourner un objet, il faut mettre une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante entre les crochets, de manière à ce qu'on puisse renvoyer un objet. Je vais vous expliquer pourquoi après. Parce que l'autre chose qu'il faut penser, la principale fonction des arrow functions, au-delà de simplifier la syntaxe et d'avoir une syntaxe beaucoup plus courte, c'est aussi de pouvoir gérer le bind, ce qu'on appelle le bind. Est-ce que tout le monde connaît le principe du bind pour tous ceux qui font du JavaScript? Non? Oui? Plus ou moins? En fait, souvent aussi, ce que font la plupart, c'est qu'ils définissent une variable au-dessus, où ils font le var self égale 10 par exemple, ou je sais pas quoi, var je sais pas quoi égale 10. Parce que, en fait, quand on va exécuter une nouvelle fonction, on va se retrouver dans un nouveau contexte, et du coup, pour réutiliser l'instance dans laquelle on est, le 10, du coup, on est obligé de le définir au-dessus. Ou des fois, la syntaxe la plus jolie aussi, c'est de faire un bind 10 directement, ce qui fait que le 10 est bindé sur la fonction dans laquelle il est appelé. En fait, avec les arrow functions, on n'est plus obligé de faire un bind 10 ou de définir une variable var self égale 10 et ensuite d'utiliser cette variable-là pour faire appel au 10. On peut directement écrire l'arrow function de cette manière-là, donc avec une accolade ouvrante, faire les traitements qu'on souhaite.
et le 10 est automatiquement bindé. Donc ça, c'est la principale fonction des arrow functions. Ça permet de garder le contexte dans lequel on se trouve et on ne perd pas de contexte au niveau du 10. Ensuite, alors JavaScript, c'est un langage objet dans le sens où on manipule beaucoup d'objets, mais c'est un langage de prototypage. Donc, c'est-à-dire que en termes de programmation orientée objet, comme on peut le connaître en PHP, en Java, même en Ruby, honnêtement, JavaScript est à la ramasse complète. Ce qui fait que là aujourd'hui, avant, avec ES5, pour créer des classes, on était obligé d'utiliser des fonctions. Donc à chaque fois, on définissait une fonction et après, on pouvait faire un new de la fonction et ça nous crée une instance d'objet. Alors JavaScript, avec ES6 maintenant, ça intègre le mot-clé classe, qui est en fait juste un raccourci pour éviter de créer une fonction. Donc pour l'instant, c'est encore il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités par rapport à d'autres langages, mais il y a un début qui est là. Mais en gros, JavaScript introduit le principe des classes avec le mot-clé extends qui va permettre de faire de l'héritage. Donc c'est vraiment basique en JS par rapport à d'autres langages. On a le constructeur, donc ça c'est un mot-clé qui est JavaScript, et on a le mot-clé super qui va permettre d'appeler le parent. Donc c'est-à-dire que par exemple, quand on veut instancier un nouveau chat, en fait qui est étant d'un animal, on va appeler super name qui va permettre d'appeler le constructeur parent de ma classe chat. Ensuite, les propriétés, elles se définissent pas comme dans d'autres langages où les propriétés, souvent on le met devant le constructeur en définissant les propriétés, quoique ça va arriver avec ES8 ou ES9, je sais plus. Donc pour l'instant, la plupart du temps, les propriétés, on les nomme directement dans le constructeur ou on les initialise dans le constructeur. Ensuite, ça c'est la méthode pour écrire les updates. Donc là, il n'y a pas de virgule parce que d'habitude dans les JavaScript, à chaque fois qu'on faisait un objet littéral, on est obligé de mettre un virgule pour séparer. Là, pas besoin de mettre de virgule. On met directement les noms des méthodes. Et là, c'est des méthodes un peu magiques, comme on peut retrouver en PHP en tout cas. GetJumpCount qui va permettre directement de faire un jump count. Donc Felix.jumpCount, une fois qu'on a instancié l'objet, etc. On fait Felix.jumpCount et automatiquement ça va appeler le getJumpCount qui va permettre d'exécuter une fonction. Donc on va pouvoir en tourner différentes valeurs. Et pareil pour le set, où par exemple je fais Felix.jump égale 5. Du coup ici ça va appeler cette fonction-là automatiquement et je vais pouvoir faire des traitements particuliers. Et ensuite on a le mot-clé statique pour faire des méthodes statiques. Donc là on a l'exemple où là je fais 4.factory, donc il va appeler la méthode statique factory qui elle va instancier ce nouvel objet. Ou alors avec la méthode newCat, donc qui va permettre d'instancier un objet de façon classique. Et donc là avec les deux exemples. Donc c'est très basique en termes de fonctionnalité de classe, c'est les débuts. Peut-être que ça va aller plus loin ou pas, j'en sais rien. Mais bon, pour l'instant c'est assez basique. Les objets littérales, on a beaucoup d'évolutions aussi. Par exemple, à chaque fois qu'on définissait un objet littéral, en clé, on était obligé de mettre 2 points et la valeur. Là, en fait, dès qu'on a une valeur, par exemple, qui est contenue dans une variable, on peut directement mettre first name, donc le nom de la variable, et automatiquement, ça va mettre clé valeur. Donc, ça va appeler lewis.firstname et ça va mettre la valeur qu'il y a dans la variable firstname. Donc ça simplifie vachement aussi au niveau du développement. Ensuite, on a la déclaration des méthodes. Donc, on n'est plus obligé, pareil, de faire toString, function, etc. et de retourner la valeur. On peut directement écrire toString, parenthèse, et là, directement définir une méthode dans un objet littéral. Et ensuite, le truc super cool, c'est qu'on peut carrément définir des clés en fonction de manière dynamique. Chose qu'on ne pouvait pas du tout faire en ES5. Donc, c'est par exemple mettre crochet. Et là, j'ai mis des types, donc un template string pour intégrer une variable, mais j'aurais pu mettre aussi double quote, ce qu'on veut. Et l'idée, c'est par exemple, ça va créer donc une clé dynamique en fonction de la personne que j'ai, en fonction de la valeur de ma variable ici. Donc ça, c'est extraordinaire parce que du coup, c'est ce qui manquait vachement dans la définition des templates string en JavaScript. Avec ES6, maintenant, on peut faire ça. Ensuite, on a le destructuring qui est ultra utilisé aussi. Je crois que ça a été piqué du Python, il me semble. Python, on fait beaucoup ça. Où en fait, l'idée, c'est que par exemple, on se retrouve avec un tableau de valeurs. Avant, on mettait tableau égal et toutes mes valeurs. Et si on voulait récupérer une valeur, on était obligé de faire ma variable égale tableau.0, crochet 0 pour aller chercher le 0, crochet 2 pour aller chercher la deuxième position, etc. Là, en fait, on peut directement faire du destructuring où en fait, là, je définis des constantes. Je mets entre crochets parce que c'est un tableau, donc je mets un entre crochets. Et ici, je nomme des variables finalement dans lesquelles les valeurs vont s'injecter directement dedans. Donc c'est par ordre. C'est-à-dire que si par exemple ici, j'ai besoin, même c'est peut-être après que j'ai fait un exemple, ouais, c'est peut-être après. Si par exemple j'ai pas besoin, oui, elle est là l'exemple. Là par exemple ici, dans mon tableau, j'ai un prénom, j'ai un nom, j'ai un genre et j'ai un âge. Ici, j'ai besoin de récupérer juste le prénom, le nom et l'âge. Vous voyez qu'ici, j'ai fait first name pour mettre dans ma variable first name la première valeur de mon tableau.
last name pour mettre la deuxième valeur de mon tableau dans last name. Là, je mets virgule, rien du tout, parce que j'ai pas besoin de récupérer la valeur. Je remets une virgule, parce que j'ai besoin de récupérer l'âge. Donc du coup, ça saute un élément, et voilà. Ensuite, vous avez la même chose dans le restructuring, mais par rapport à des objets. Donc par exemple, là, je refais un getPerson, donc une fonction qui va me récupérer une personne de ma base de données, par exemple. Donc je vais récupérer un objet. Pour pouvoir récupérer des valeurs spécifiques dans mon objet, je vais pouvoir directement mettre une accolade parce que c'est un objet. Et pareil, je vais pouvoir définir des variables, donc first name, last name, etc. Et directement, ça va venir m'injecter au niveau du quai. Ça va m'injecter directement dans les variables. Donc là, c'est pour faire un alias, etc. Bon, après, je pourrais venir dessus si vous avez des questions dessus. Je vais aller vite parce que du coup, j'éclate le temps. Il y a aussi le défaut, le reste et le spread qui est vraiment pas mal aussi à regarder, qui permet notamment de créer des objets rapidement. C'est-à-dire que si on récupère un objet qu'on a besoin d'éclater des valeurs dans un objet, par exemple dans Other, je récupère. Bon, ce serait long à expliquer. Bon, ça à regarder, mais je serai là si vous avez des questions par rapport à ça. Les modules aussi qui ont changé, donc les modules où il y a la possibilité d'exporter. Donc avant on faisait module.export, on faisait des require, etc. Donc là, c'est des nouvelles façons de déclarer des modules qui ne sont pas encore gérés nativement, par exemple dans Node.js, mais avec les transpilations, ça marche plutôt bien. Les promises aussi qui sont hyper importants. Je ne sais pas si vous connaissez des promises. Il y a de plus en plus utilisé des promises. Maintenant, c'est natif dans le S6. Donc ça, c'est vachement bien par rapport au remplacement des callbacks. Et l'évolution des promises qui sont les async await, qui sont des fonctionnalités ES7, ES8, qui permet un peu d'écrire finalement du code de façon plus synchrone, parce que étant donné que les promesses c'est asynchrone, c'est plutôt compliqué. Donc là, en fait, avec des async await, on va pouvoir écrire du code synchrone. Par exemple, ici, on va faire un await getPerson, et du coup, le code va bloquer là jusqu'à avoir le résultat. Donc voilà, grosso modo. Voilà. Et encore, il y a encore d'autres choses à voir par rapport au ES6 ou ES7. Bon, les générateurs, je vous ai mis un lien YouTube, parce que le premier pastis.tech, il y avait quelqu'un qui était parlé des générateurs, donc là, vous allez pouvoir retrouver sa vidéo. Et là, c'est toutes les fonctionnalités principales qu'on retrouve aussi au niveau de ES6 en termes de fonctionnalités. Voilà, si vous avez des questions.